Bonjour tout le monde, troisième épisode des Growth Stories. Je suis dans les bureaux de Euritech aujourd'hui avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour Timothée. Merci beaucoup de nous recevoir. Je te propose de commencer par te présenter, nous dire qui tu es, parler un petit peu d'Euritech et puis après on plongera dans les détails. Ok, donc je m'appelle Tony, donc je suis le CEO et cofondateur de Ritech. Alors quelques mots sur moi, je viens de la tech, ça fait 20 ans que je suis dans la technologie. Je travaille 10 ans dans différents secteurs en tant que développeur d'applications et puis responsable R&D dans une boîte de finance de marché. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle et c'est là que j'ai rencontré en fait mes associés, notamment Charles, qui est le cofondateur. Et c'est là où on a eu l'idée en fait de mettre en pratique tout ce qu'on avait appris en recherche, parce qu'on était à un moment assez charnière en IA. On parlait de deep learning, ça commençait à buzzer en 2010 en recherche, et on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire pour l'appliquer dans des problématiques entreprises. Et c'est là qu'est née en fait l'idée de Ritech, d'utiliser l'IA et plus précisément la reconnaissance d'image dans différents secteurs dans le secteur d'entreprise. Et à partir de là, donc en 2013, on a créé Euritech. Au début, on était 2, puis 3, puis 4, et puis actuellement, on est à peu près 40. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est on aide les marques de luxe et de mode à prédire les tendances consommateurs en utilisant les images des réseaux sociaux. Et on collabore avec différentes entreprises comme Louis Vuitton, Dior et d'autres marques dans le secteur sportswear ou fashion. D'accord. Et juste pour que je comprenne bien, donc en 2013, tu décides de fonder une boîte. Comment ça s'est passé? Tu avais juste fini ta thèse et tu étais sur le marché ou Oui, exactement. En fait, moi j'ai fini ma thèse début 2013. Mon associé Charles n'est pas encore fini, il était en pleine rédaction, c'était une période assez intense. Et on s'est dit, ouais, on va profiter de ce moment-là pour monter une société. Moi je connaissais pas du tout ce sujet-là parce que je venais à la fois j'étais salarié avant dans l'entreprise et chercheur, donc très très loin du monde de l'entreprise. Et en fait, j'ai commencé à faire les démarches administratives qui sont finalement assez simples et on a pas mal d'aides en fait, notamment de Pôle emploi qui finance un peu, on peut passer notre rémunération en tant que créateur d'entreprise. Donc on a passé toute cette phase-là justement à faire cette partie administrative assez simple et on était pas mal aidés. Charles m'a rejoint un peu plus tard, une fois qu'il a fini sa thèse. 2-3 jours après sa thèse, on enchaînait et puis on a décidé tout de suite en fait de comprendre les problématiques des entreprises et d'aller au contact des sociétés pour comprendre leurs enjeux avec la technologie qu'on commençait à développer, quoi. Mais on n'avait pas encore d'idée au départ de exactement comment on a utilisé la technologie qu'on avait étudiée en fait en recherche. Mais on s'est dit on va aller voir les entreprises, on va comprendre leurs enjeux et on va voir là où il y a le plus de valeur ajoutée dans ce qu'on avait comme techno, quoi. D'accord, donc en 2013, quand tu fondes la boîte, tu avais déjà un produit qui te permettait de faire des analyses ou t'en Non, avais en déjà. fait, on avait des compétences Ok, c'est ça. à l'informatique, des compétences en technologie et des contacts dans différentes sociétés, parce que j'avais travaillé avant faire ma thèse, et on a été directement au contact de ces entreprises-là, notamment, on a travaillé au tout début avec Se Loger, par exemple, D'accord. très loin de ce qu'on fait actuellement, où on leur a dit, écoutez, nous, on peut vous aider sur des sujets data. À l'époque, on parlait de big data, un Ouais. mot qui veut tout et rien dire, mais bon, on l'utilisait parce que c'était le seul mot qui parlait. L'IA et le machine learning en 2013, était peu à la mode encore. Et on allait voir les entreprises en disant, voilà, nous on a des compétences, quelles sont vos problématiques avec vos data, on peut vous montrer 2-3 idées et puis échanger pour voir si, grâce à ce qu'on a comme expertise et techno, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et donc tu étais en mode service à ce moment-là? Mode service, quand on est arrivé en 2013, on était vraiment, on avait mis quelques investissements, mais très très limités, quelques milliers d'euros pour monter la société, Ouais. et avec comme objectif de dire, ok, on va trouver des prestations de services pour s'autofinancer au départ, parce que lever des fonds quand on n'a pas d'idée précise de ce qu'on C'est veut un peu compliqué, développer, ouais. c'est un petit peu compliqué. Donc c'était plutôt une phase d'exploration, de recherche, où on va étudier, interviewer les personnes et les entreprises et voir quels sont les enjeux. Donc ouais, autofinancement, et rapidement on a trouvé en fait des sociétés qui étaient intéressées pour itérer, échanger sur des problématiques data, quoi. D'accord. Donc Et qui était le commercial du coup c'était moi le
plus commercial de la vente, ce qui n'était pas très très difficile parce que voilà, on est les associés, on est que tech et issus de la recherche au départ. Ouais. Donc moi j'avais un peu plus de connaissances du monde de l'entreprise, pas du tout au niveau sales, mais il a fallu apprendre. Donc j'ai fait cette partie commerciale, D'accord. commerciale tech, on va dire un peu comme Ouais. Et donc on a rencontré différentes entreprises. Et là, celle qui nous a le plus aidé, où on a commencé à faire un très gros projet qui a été jusqu'à être mis en production. C'était pas juste d'époque, un Ouais. peu le sujet un peu sensible en start-up. C'est avec La Poste, on a fait vraiment un gros projet qui nous a permis de nous structurer et de faire limite presque une levée de seed en fait, parce qu'on était à des projets à plusieurs centaines de cas. Et donc ça nous a permis à partir de ce projet-là, de commencer à se payer, à embaucher des personnes sans avoir fait une levée de fonds directe et à construire cette techno et à itérer, et en plus avoir une certaine visibilité, une certaine reconnaissance. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez différent entre faire des POC avec des grands groupes, ça il y a toujours un petit budget POC dans un coin avec une cellule innovation, et faire un projet qui arrive à la mise en production et qui est utilisé réellement par les équipes. Ouais. Et ça, le fait d'avoir fait ce projet avec une taille conséquente, avec des équipes qui va jusqu'à être utilisé et être mise en production, ça nous a vraiment structuré. On a eu une visibilité parce qu'en fait, voilà, La Poste a communiqué sur nous et voilà, donc ça nous a permis. C'était vraiment la première étape dans la construction de Ritech, quoi. Et vous étiez à combien à travailler sur le projet de La Poste? Alors, en fait, c'était marrant parce que là, on était vraiment que 4 au tout début. En fait, il y avait Charles et moi, donc les cofondateurs, Didier, associé, qui nous a rejoint après, et Paul, qui nous a rejoint juste avant le projet de La Poste. Et c'était parfait parce qu'en fait, en niveau technique, on avait des compétences un peu complémentaires pour faire un projet de bout en bout. Là, c'était un projet informatique un peu différent de ce qu'on fait actuellement, mais c'était en gros collecter énormément de data, avoir une partie IA pour analyser toutes les data, analyse sémantique, et ensuite tout le développement d'une plateforme avec un dashboard et tout pour être utilisé par les équipes. Donc 4 compétences particulières, et voilà, on était les 4 personnes, on a pu aller extrêmement vite pour faire ce projet-là, parce que bon, on venait de monter la boîte, on avait un petit peu de... C'était encore motivé. Ouais, on avait l'énergie à vendre, et donc c'était assez marrant parce qu'ils étaient extrêmement pressés sur ce projet-là. Ils nous ont dit oui, il faut absolument que ce soit prêt pour janvier parce qu'on a des objectifs à tenir. Et nous, on avait finalisé le projet, ils n'avaient pas eu encore le temps d'acheter les machines pour le mettre en place, quoi. C'était assez drôle. Ouais, et puis ouais, à 4, en plus, vu qu'on se connaissait pas mal et qu'on avait des expertises techniques assez complémentaires, ouais, on a pu délivrer. Ouais, c'était Et assez t'avais dû intéressant. céder la propriété intellectuelle Non, alors justement, ça c'était c'est un bon sujet. Ça a mis pas mal de temps, mais justement, il y avait 2 parties en fait dans notre solution. Il y avait une partie, on va dire, infrastructure big data classique, où là, en fait, c'était plutôt standard, et ça, c'était eux qui avaient la propriété. Et le cœur de nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire la partie intelligence artificielle, où là, effectivement, nous, on leur a fourni une licence et gardé la propriété. Mais ça c'est une bonne question, et c'est toujours un sujet qu'il faut aborder dès le départ pour simplifier, on va dire, les projets. Parce que quand on mélange effectivement du service et ensuite avec de certaines propriétés, il y a toujours un flou qui peut être là, et ça c'est un des sujets très importants. Oui, clairement, si toi en plus tu voulais bah pour ambition de monter un produit après avec, Bien il sûr. fallait nécessairement tout garder la propriété. Voilà, donc ça a été effectivement un peu de négo. La partie contractuelle a mis énormément de temps à être signée, mais ça c'est une question Toujours avec les grands comptes, je pense. Ouais, les grands comptes. En fait, il y a plusieurs intermédiaires, hein. Donc, on discute avec une autre personne qui discute avec le service comptable juridique qui comprend pas forcément l'enjeu du projet, et donc ça c'est long. Mais non, nous on a réussi à faire bien ça et à séparer bien les deux. Et en plus, justement, à partir de ce projet, on va dire, qui était que la prestation de service, on a réussi ensuite à faire un modèle récurrent et donc avoir un abonnement sur notre brique, effectivement, IA. Et pendant les 3 années d'après, on a eu effectivement du récurrent. Donc la vente de la licence et la maintenance. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. En ayant vraiment quelque chose de départ de très très. On partait Mais c'est pas très difficile, parce que généralement on dit que les boîtes qui font du conseil, généralement on n'arrive jamais à faire du produit parce que c'est trop lucratif, et puis parce que
Ouais, non, Si tes ETP sont bloqués à faire la maintenance exactement. du service et le upgrade, etc. Bah, ça, c'est un vrai sujet. Nous, en fait, on a vraiment voulu faire du service au départ parce qu'on n'avait pas une idée exactement précise de la façon dont on allait utiliser notre techno. Et c'est vrai qu'il y a tout un challenge, surtout quand on est effectivement dans la partie informatique, en plus quand on a une compétence intelligence artificielle, c'est qu'on peut répondre à toutes les problématiques que les entreprises nous adressent. Donc Ouais. voilà, on a travaillé dans le secteur financier, ils nous disaient tiens, est-ce que vous pouvez faire tel projet? On se disait bah oui, on peut techniquement. Ouais. Après, on voyait une boîte dans l'agriculture, ils nous disaient ah, est-ce que vous pouvez faire ça? Oui. Alors c'est bien parce qu'effectivement, comme tu dis, on a beaucoup d'entrées d'agents facilement et beaucoup de projets qui arrivent. Mais ensuite, après, c'est une question de choix. Nous, notre choix, dès le départ, ça a été de se dire, oui, on veut créer une société qui crée un soft, et avec un soft qui n'est pas dépendant de notre compétence en tant que tel, mais qui a à la fin sa propre autonomie. Et au final, si nous, limite, on sort du projet, le produit existe. C'est quand même créer Ouais. quelque chose qui a une certaine autonomie. Ça, c'est notre objectif. Après, il y a des boîtes qui fonctionnent parfaitement et extrêmement bien en mode SS2I. Ouais. Et donc c'est tout, et tout l'enjeu, c'est comment on passe de cette prestation de service à un soft dédié où on ne fait plus cette part de prestation qui est lucrative mais qui construit, quoi. Ouais. Et en fait, nous, on a pris un peu de temps pour bien découvrir en fait les différents secteurs et de manière pragmatique étudier les différents secteurs où on pouvait intervenir. Donc comme je disais, finance, dans l'agriculture. À chaque fois, on apportait quelque chose, mais la valeur ajoutée n'était pas assez importante pour justifier de se focaliser à 100% sur ce secteur-là Et comment tu pour as se focaliser. structuré cette recherche pendant ces années? C'était quelque chose qui s'est fait au compte-gouttes et de manière pragmatique, ou tu avais vraiment dit ok, on va essayer de mesurer, quantifier d'une manière ou d'une autre Alors on a essayé de mettre en quelques process à ce niveau-là. Après, c'était plus pragmatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur des sujets qui intéressaient tout le monde. Donc on a pu rencontrer énormément de personnes à différents niveaux hiérarchiques pour tester les enjeux et pour évaluer s'il y avait une appétence, quoi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les enjeux avec des personnes du secteur, mais aussi assez tôt, même quand on n'était pas en recherche de levée de fonds, de discuter avec des investisseurs pour se dire, bah voilà, nous on est en recherche, on n'est pas du tout en train de lever des fonds, on est en train de voir par rapport à ce qu'on construit comme technologie, là où ça a le plus de valeur. Et nous, on testait avec une pool de personnes en disant, bah voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a cette valeur? Et chaque fois qu'on testait sur certains sujets, on voyait qu'il y avait un intérêt, mais on voyait pas le truc qui disait, ah ouais, vous devrez continuer à fond. Donc c'est vraiment une démarche un peu itérative, on a exploré, qui était importante dans l'état où était l'IA quand on a commencé en 2013. C'était pas encore un sujet super mature, c'est-à-dire qu'on parlait énormément de big data, pas encore beaucoup d'ailleurs d'IA, Ouais. et surtout pas directement de mise en application dans un secteur précis. Donc c'était pour ça qu'il y avait une phase un peu de découverte. Et voilà, donc c'est pour ça que nous on a mis un peu moins de 2 ans, 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans à découvrir en fait là où on avait le plus de valeur. Et c'est un peu de manière fortuite qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence énorme dans le secteur luxe, mode beauté, quoi. Et c'était à quel moment ça, tu t'en es rendu compte? C'était fin 2015, vraiment assez de manière assez fortuite où en fait il y avait énormément d'événements qui étaient essayés d'être organisés entre grands groupes et startups. C'était un peu le truc à la mode, on fait des hackathons, donc on en a fait pas mal. Beaucoup qui nous ont fait perdre un petit peu de temps, un peu de visibilité, mais il y en a beaucoup où on a perdu du temps, des week-ends pour finalement pas grand-chose, où les choses n'étaient pas du tout préparées. On sentait que c'était juste un coup de com' pour les grands groupes, et nous au final on perd pas mal d'énergie. Ouais. Et là en fait c'était une rencontre avec Louis Vuitton qui a organisé son premier hackathon. Moi, bien sûr, je connaissais Louis Vuitton, mais j'avais pas une connaissance du secteur luxe importante. Et donc, en fait, on voulait vraiment pas le faire au départ, parce qu'on avait fait pas mal, qui nous avait beaucoup déçus de hackathon juste avant. C'était un dimanche matin, en dehors de Paris.
Nous, on avait bossé toute la semaine, il y avait des trucs le samedi et tout. Ils nous avaient pas mal forcé pour qu'on y participe. Donc, même C'est pas. eux qui étaient venus vous chercher? En fait, on connaissait les personnes qui organisaient ce hackathon-là. On avait fait pas mal d'événements autour de l'IA avec eux, donc ils voulaient vraiment qu'on participe dans ce projet-là. Et nous, on a dit non jusqu'au dernier moment. Et à la fin, on a dit OK, on veut bien participer, mais plus en tant que évaluateur des personnes, des startups qui allaient être là sur la partie IA. Ouais. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de Oui, de venir, de travailler. de venir, de travailler pendant un week-end. Moi, je me voyais pas, et pendant un dimanche, je me voyais pas. Là, j'étais sur des projets plus précis. Et donc, on l'a fait. C'était dimanche matin, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un engagement des équipes Vuitton au plus haut niveau qui étaient présents dans ce hackathon-là, parce que c'était pas juste un coup de com', mais qui avait des enjeux marché énormes de comprendre en fait, comme je te disais, c'est les enjeux de connaissance client via les images des réseaux sociaux, ils avaient vraiment des enjeux énormes et ils étaient prêts vraiment à s'investir beaucoup, quoi. À la fois financièrement, mais aussi humainement, et les équipes étaient extrêmement motivées pour travailler sur ces sujets-là. Donc là, on a vraiment creusé dans ce secteur-là et on a rencontré énormément de personnes. Ça, c'est un peu le top quand on est justement sur ces sujets IA, c'est que tout le monde veut nous rencontrer. Ah ouais. Faut aussi justement arriver à doser parce qu'on perd pas mal de temps à expliquer ce qu'on fait. Donc, mais c'est pas mal dans les échanges qu'on est en train de chercher le marché. Et après avoir échangé avec énormément de personnes à différents niveaux hiérarchiques, et en discutant aussi avec les investisseurs, avec pas mal de personnes en fait dans ce scope-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu énorme à se focaliser dedans et qu'on pouvait vraiment apporter de quelque chose de, on va dire un terme start-up, de disruptif. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, go maintenant, toute la technologie qu'on a développée d'analyse textuelle, d'analyse d'image, on va vraiment se focaliser. Parce qu'un peu l'enjeu de toute start-up, c'est rester focus, et d'arriver. Et ça, c'est vrai que je ne le comprenais pas au tout début quand j'ai créé ma boîte. On me disait, ouais, il faut vraiment que tu te focalises sur un sujet bien précis. Il faut que tu développes de plus en plus spécifiquement à quelque chose. Et ensuite, tu vois aussi, au départ, on a tendance à vouloir adresser tout parce qu'on se dit, ah bah oui, mais là, je peux gagner 10 000 euros, 5 000 euros. Ouais, mais à la fin, tu fais pas grand-chose. Ouais. Donc, une fois qu'on avait décidé, ok, maintenant, on a le secteur, on a un petit peu les idées ouais, on va essayer d'aider à prédire les tendances consommateurs-produits. On avait quelque chose, on s'est dit, il faut plus maintenant passer trop de temps à être un peu à la recherche de prestations de services. Parce que, ok, à court terme c'est bien, ça nous paye à court terme, mais à long terme on construit rien. Donc faut y aller de manière un petit peu radicale, et c'est là où on s'est dit, on avait déjà pas mal de contacts avec des investisseurs qui nous avaient contactés, hein, c'était pas nous qui étions proactivement dessus. On va chercher un investisseur parce que maintenant on sait exactement, on sait quel produit on veut construire. On a déjà en plus le Louis Vuitton comme client avec un gros projet. Donc là, tu les avais déjà eu, ouais. tu avais déjà trouvé un... Ouais, suite au hackathon, moi je me suis dit, bon là on donne tout pour l'avoir sur un projet qui était un peu connexe à ce qu'on voulait faire, mais pour pouvoir discuter, échanger avec eux, et puis voilà, mettre le pied à l'étrier. Donc un projet qui n'était pas un POC, mais vraiment un projet qui était déjà décidé pour eux, qui était un peu un projet, on va dire big data, de centralisation des data, mais ce qui nous permettait d'avoir accès très régulièrement aux équipes et d'échanger énormément pour aider à co-construire en fait notre solution, quoi. Ouais. Et je pense que ça c'est un sujet qui est super intéressant quand on travaille sur des projets plutôt grands groupes, c'est d'arriver à trouver un partenaire avec qui on peut échanger très régulièrement pour construire la solution qui répond à leurs attentes. Et pas arriver à quelque chose qui, on pense, va être parfait et qu'on construit pendant 2 ans et puis on se rend compte qu'il y a quelques ajustements à faire. Donc dès le départ, on a construit avec eux pour comprendre leurs enjeux. Parce que nous, on savait très bien comment faire techniquement les choses, mais ensuite, il faut le traduire en besoin métier, en cas d'utilisation, et transformer notre techno en solution directement utilisable. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a convaincu que le travail que tu faisais avec eux tu serais capable de l'abstraire suffisamment que pour enlever le contexte particulier de Louis Vuitton et de pouvoir le revendre en solution à d'autres? Ouais, là, ce qui était important, c'est effectivement pas discuter seulement avec Louis Vuitton, parce que sinon on répond à des problématiques potentiellement qu'avec Louis Vuitton, mais c'est aussi en même temps avoir d'autres échanges avec des acteurs
luxe, mais aussi mode, avec différents niveaux hiérarchiques, parce que ça permet d'avoir une vision un peu plus globale. Ouais. Et c'est ça qui nous a convaincus. Et aussi de discuter avec voilà, des gens qui sont un peu extérieurs au marché, mais qui ont un peu une vision un peu globale. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est une fois qu'on a commencé à avoir ce projet avec Louis Vuitton, de montrer qu'on était capable d'être voilà, avant de lever des fonds, on était rentable parce on faisait des prestations de services. Voilà, donc Et vous étiez combien à cette époque-là? là, juste avant, je pense qu'on était entré un peu entre une dizaine de personnes, quoi. Ah, déjà une dizaine de personnes. Ouais, mais qu'on avait voilà, autofinancé, donc avec les projets, comme j'ai La Poste, Vuitton et puis d'autres projets connexes. Et alors, du coup, tu avais déjà des bureaux, vous étiez déjà au même endroit ou Alors juste avant, là on était encore, on était un peu moins 10, on était encore chez moi, donc c'était un petit peu, Ah ouais, d'accord. c'était un petit peu, voilà, c'était Un le peu début, serré, ouais. un peu serré. Et c'est pour ça, donc là on a décidé, on avait pas mal de contacts avec des investisseurs, on a décidé de lever des fonds. Et c'est toujours plus confortable de lever des fonds quand, au final, on n'a pas directement besoin d'argent. Nous, on était rentable, on avait une équipe constituée vraiment assez pointue niveau tech. Ce qui nous manquait, c'était encore effectivement le produit totalement finalisé, hein, c'est sûr, parce qu'on n'a pas besoin de lever de fonds en même temps. Et donc voilà, on est arrivé en disant, bah voilà, nous, on a vraiment une techno, on sait dans quel secteur on veut le faire, on voit qu'il y a une appétence, qu'on a le leader du marché sur ce sujet-là qui veut travailler avec nous et qui nous paye déjà. On a besoin de fonds pour maintenant ne plus faire de la prestation de service et transformer notre technologie en solution. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, on a levé des fonds et aussi, c'était principalement pour recruter des personnes et recruter des personnes qui étaient un peu différentes de notre ADN de départ, qui étaient recherche et très pointu tech, mais avec des personnes qui sont plus niveau produit, métier et qui nous aident à traduire cette techno en solution. Ok. Parce que c'est assez complexe, surtout au départ, quand tu viens vraiment de la tech, pas du tout niveau produit, moi c'était pas quelque chose c'est pas mon domaine d'expertise, c'est de transformer voilà, cette techno en un produit et de plus parler de techno d'IA, ce qui est compliqué quand tu viens de là, tu as envie de dire regarde mon truc il reconnaît tout, il a une super performance, voilà, précision, voilà. On parlait plus c'était comment voilà, toute cette technologie peut être quelque chose Un produit. voilà, qui est un produit, c'est-à-dire que toute cette techno en tant que telle aide à un produit. Et à la fin, on parle plus du tout de techno, quoi. Ouais. Donc c'est ce switch-là qui était très important pour nous, qui est un gros challenge au départ et qu'on a réussi à faire grâce justement à la levée et aux personnes, c'est pas juste l'argent, mais c'est aux personnes qu'on a pu recruter grâce à cette levée-là. Et voilà, cette levée avec... Donc ça, c'est en 2017 et tu levais 1 million, c'est ça? Voilà, 1 million 100 auprès de Serena, tout début 2017. Donc voilà, Et juste Serena? Ouais, Ok. Serena avec quelques business angels Ouais. qui nous aidaient. Voilà, c'est intéressant d'avoir des business angels qui sont soit qui connaissent bien le secteur, soit qui connaissent bien la partie tech, soit qui sont connus un peu dans le monde startup. Et nous, c'est ce qu'on avait. Ça a quand même de la valeur, quoi. C'est toujours réfléchir aussi, pas qu'en question de montant. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir 1 million pour avoir la liberté de recruter des personnes, mais c'est aussi voilà, la qualité du fonds qu'on recrute pour faire des bonnes connexions et puis pour être accompagné. Et puis, en termes de business angel, voir, en plus de l'argent qu'il apporte, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes de contacts, de conseils et tout ça, quoi. Je pense que c'est des sujets où moi, avant de lever, quand je ne connaissais pas du tout ça, je n'avais pas trop en tête, quoi. Et ça, je suis content d'avoir fait quand même des bons choix sur cette partie levée, quoi. Et qu'est-ce qu'on t'a demandé de structurer, d'organiser pour ce seed Non, mais ce qui est intéressant, c'est toujours, avant de faire cette levée, c'est ce process de faire un deck. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de... Moi qui n'avais pas créé une société avant, quelque chose d'assez marrant, mais d'assez constructif, parce qu'on vous demande aussi de faire un BP à 3 ans, alors que voilà, c'est des choses qui évoluent très vite. Ouais. Et on se rend compte que, effectivement, ce qu'on ne va pas évaluer, c'est est-ce que dans 3 ans, tu seras exactement précis dans ce que tu veux faire, mais plutôt la cohérence dans ce que tu es en train de construire, et de voir si les grandes lignes que tu mets sont logiques, et qu'il y a quelque chose qui se construit, et quelque chose qui a du sens, quoi. Et c'est vrai que de faire cette démarche-là, même si on se dit, ouais, mais dans 3 ans, je sais pas du tout surtout en seed, après en série A, c'est un peu différent, mais surtout en seed, quand, comme nous, on avait une tech, on avait une idée de produit, mais on savait
vraiment pas exactement voilà, le business model, on ne savait pas du tout combien on avait pricé ce soft, même si on avait des idées, c'était assez loin de ce qui allait être réellement à la fin. Faire cette démarche de se dire voilà, comment on sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et ben, mine de rien, ça change un peu le mindset, surtout quand on vient en plus de la prestation de service, ça nous oblige à penser différemment et à mettre en place 2-3 petites briques qui vont nous aider au fur et à mesure, itérativement, à avoir quelque chose qui a du sens, quoi. Ouais. Et puis ensuite, une fois que voilà, le fait justement de pitcher aussi avec différents invests, on se rend compte aussi de la cohérence de notre projet. Et les questions qui viennent des invests nous permettent aussi de rajuster et d'adapter en fait notre projet pour se rendre compte que tiens, ouais, c'est vrai que cette partie-là on n'avait pas forcément pensé. Et effectivement, penser aussi ok, on veut lever 1 million, ok, mais pourquoi exactement, qu'est-ce qu'on va en faire de ce million? Parce que c'est un peu une question qui arrive souvent, on se dit super, j'ai 1 million, mais à quoi je m'en sers? Bon, ok, c'est pour embaucher des personnes, ça c'est un peu logique, mais voilà, pourquoi j'embauche cette personne-là maintenant? Qu'est-ce qu'elle va permettre de développer? Effectivement, pas cramer tout d'un coup, mais ne pas être non plus trop conservateur, parce que le but de la levée, c'est de pouvoir accélérer, de pouvoir faire plus rapidement ce qu'on doit faire pour justement prendre le marché, parce que si on attend 3 ans avant de dépenser l'argent, il y a quelqu'un qui serait arrivé, ou alors il n'y a pas de marché. Bon, là, dans ce cas-là, il vaut mieux attendre très longtemps et puis garder tout ça. Mais c'est ça, on change vraiment de mindset, surtout quand on vient de la prestation de service, c'est que maintenant on se met dans un cadre où il faut avoir une vision un peu plus long terme et mettre en place des process. Et les process, c'est aussi mettre en place des reporting. Ça, c'est une fois qu'on a fait cette levée, c'est se dire, voilà, maintenant, comment, mois par mois, on arrive à avoir des outils qui permettent de monitorer. Je ne cache pas qu'au tout début, nos outils de monitoring étaient à améliorer, quoi. Monitorer quoi comme métrique? Après, c'était surtout des métriques de... nous, au début, on avait vu que le produit, on l'a vendu pas tout de suite, on avait des clients, mais pas directement sur le produit qu'on voulait faire. C'était aussi monitorer déjà l'aspect financier, monitorer différents éléments sur la construction du produit, monitorer tout ce qui ressemble à la fin à un vrai board deck qui permet d'avoir toutes les infos. Et il y a tout aussi un enjeu de... ok, c'est facile de faire un deck de 500 pages, mais comment on synthétise l'information pour qu'au final... apparaissent les éléments importants, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est... les tops du mois, qu'est-ce qui s'est vraiment très bien passé, qu'est-ce qui est comme problème. Ça, c'est toujours important de ne pas cacher les problèmes, parce que de toute façon, ça arrivera à un moment, donc c'est important de dire, voilà où on en est exactement. Et je pense que c'est ça qu'attend un investisseur, c'est qu'il sache exactement ce qui se passe, d'avoir une synthèse de ça pour anticiper et pouvoir aider aussi, quoi. Donc c'est vraiment arriver à avoir une vision synthétique et pour que l'investisseur se rende bien compte que on a la main sur ce qui se passe, quoi. On contrôle, on a les éléments qui nous permettent de contrôler et au fur et à mesure, on voit la progression, quoi. Donc c'est ça qui est important, d'arriver à synthétiser toute cette information. Ouais. Et ensuite, donc, les 10 premières personnes que tu avais, principalement, c'était que des profils tech. Et c'est quoi les premiers profils que tu as recrutés du coup? Alors, premier profil, ça c'était assez marrant, c'était un bon timing, c'est vraiment le lendemain de la levée. On a commencé le recrutement juste avant, mais le lendemain de la levée, on a pu recruter justement Charlotte sur la partie un peu un profil hybride. Alors, elle était historiquement recrutée pour être product marketing manager. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire d'ailleurs. Mais en gros, elle avait un profil hybride de vision produit, vision métier, vision market, enfin tout ce que nous on connaissait pas trop. Vu que moi j'avais la vision tech, moi je pouvais te détailler exactement, la partie infra, la partie IA, la partie tout ça, c'était très clair, mais la vision, qu'est-ce que c'est le produit, le product market, voilà, ça c'était un peu flou. Okay. Donc cette personne-là qui nous a vraiment aidé justement à capitaliser sur tout ce qu'on construisait en niveau tech, et à le traduire à des personnes métiers. Elle avait fait un projet justement plus du côté business, un peu dans le même secteur luxe mode.
Donc c'était vraiment une très bonne complémentarité. Ouais, une belle rencontre. Voilà, une belle rencontre et ce qui nous a permis vraiment de faire ce chemin-là et d'arriver à parler à des gens moins tech. Parce que moi, je me rendais compte que quand tu viens vraiment d'un milieu très tech, très recherche, moi, quand je m'adressais à des directeurs marketing ou à des gens très loin de la tech, même des gens tech dans les boîtes luxe mode, en fait, on se comprenait moyennement, quoi. Ouais. Les débuts, il y avait quelques adaptations à faire dans le discours, dans la façon de présenter les choses et tout ça. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui nous fasse le lien, et ça nous a permis d'adapter notre discours et justement de plus arriver avec le côté tech, quoi. Enfin, effectivement, s'ils ont besoin de comprendre, avec plaisir on en parle, mais plutôt arriver à parler des enjeux métiers, de voir comment ce qu'on est en train de construire permet de leur aider au quotidien, quoi. Ouais. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que ce qui est important, effectivement, quand on monte une société, c'est d'avoir une complémentarité dans on va dire, l'équipe fondatrice, et c'est ça qui fait la force, quoi. Et nous, il manquait ça, et c'est pour ça que c'était Ouais. pas mal, quoi. Et si on se tourne justement à ce moment-là un peu à l'intérieur de la boîte, vous étiez 10, là tu commences à recruter des profils un peu différents. Est-ce que ça a un peu chamboulé les choses en interne? Ouais, alors c'est ce qui est, ouais, c'était parce que effectivement, quand on est un petit peu tous du même, alors moi j'avais travaillé avant, mais quand on est un peu tous du même écosystème, voilà, on fait des blagues qui parlent que à des gens très très chez recherche, donc tu t'arrives de là. Je sais que Charlotte, elle nous a dit après coup, c'était un peu particulier. Bon, donc ça a changé un petit peu, mais ce qui est important aussi, c'est quand même garder une certaine ADN et de garder une certaine cohérence, quoi. Donc même si des gens viennent d'horizons très différents, en fait, il y a quelque chose qui se passe et les gens se retrouvent bien et chacun trouve sa place, mais on a gardé ce côté, côté un peu tech, black geek, même, et on les explique aux autres, quoi. Ouais. Mais ça a changé beaucoup et maintenant, c'est vrai qu'au départ, on était full tech. Maintenant, il y a peut-être moitié-moitié maintenant, quoi. Donc, entre gens non tech et gens tech. Après, en plus, tech, ça dépend ce qu'on appelle tech sur Oui, les boîtes. oui. Pour des gens en recherche, quand t'es développeur front, t'es business presque. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, je comprends. voilà, c'est quelques petites anecdotes comme ça où tu vois, Ouais. voilà, business, c'est marketing, produit, tout ça, c'est pour eux. Et dans l'autre sens, pareil. Et donc en 2017, tu lèves 1 million et vous êtes 10. Là, on est 2 ans après. Ouais. Et tu m'as dit que vous êtes une quarantaine Ouais. et vous allez faire votre série A. Ouais, on est en train de finir. 40 et série A, c'est quand même déjà particulier. C'est rare qu'une boîte ait déjà 40 personnes pour faire sa première levée de fonds, enfin sa première série, quoi. Ouais, bah ce qui est pas mal, c'est qu'on a pu avoir effectivement assez rapidement des clients. Bah, je pense que le fait d'arriver à avoir un client, en fait, on va dire leader dans son sujet comme premier client, Ouais. permet de plus facilement convaincre d'autres clients dans le secteur luxe. Après, on a targeté d'autres secteurs, donc on est luxe, mode, sportswear, et là on va attaquer la beauté. Donc c'était aussi, je pense que c'est les premiers clients qui en plus ils communiquent pas mal sur nous, ça nous a permis d'avoir pas mal d'autres clients assez rapidement, quoi. Donc ça c'est intéressant, et surtout quand le client au départ veut bien communiquer sur cette collaboration, veut bien échanger. Nous on avait pas mal d'éléments comme ça qui nous ont donné beaucoup de visibilité en France ou à l'international. C'est, on a gagné le prix LVMH Innovation Award à Vivatech. Donc il y a Vivatech et LVMH en même temps. Et ça, moi je ne me rendais pas forcément compte quand on a gagné ce prix-là, de l'impact au niveau com, de la visibilité, et même quand on allait aux US, quoi. Alors que souvent, on me dit aux US, tu gagnes un prix en France, tout le monde s'en fout. Sauf si tu es dans le secteur luxe et que le LVMH, quel que soit dans le monde, les gens... voilà. Ce qui est justifié, ce qui était aussi d'une des raisons pourquoi on a voulu commencer par le luxe, quoi. On s'est dit, ok, on est français, tout le monde nous dit, quand tu vas ailleurs en France, on n'est pas forcément bien vu. En plus, si tu travailles avec des boîtes françaises aux US, ça les intéresse pas, ils connaissent même pas Carrefour ou des boîtes internationales.
On s'est dit, ah bon, bah ok, on va vérifier. Et puis finalement, dans le luxe, quand même, voilà, c'est un des secteurs où je pense qu'il y a pas trop de débat sur, Oui, au niveau mondial. Je pense qu'aux US, ils vont pas dire, ouais, on est meilleur que vous sur le luxe. Des différents feedbacks que j'ai eu, non. Puis mais de toute façon, les chiffres parlent. voilà. Et en plus, sur le côté IA, on n'est pas non plus trop ridicule. Donc voilà, si on fait cette combinaison-là, on pourra aller aux US sans avoir un petit peu un sentiment d'infériorité, quoi. Et c'est une cible pour toi d'aller aux États-Unis? Enfin, vous Ouais. avez déjà des bureaux là-bas, je crois, non? On n'est pas encore des personnes à temps plein là-bas. Ouais. On a commencé à avoir des clients cette année aux US. Donc notre ambition pour 2020, c'est d'avoir des premiers bureaux, enfin d'avoir des personnes à temps plein là-bas, quoi. D'accord, donc Ouais. plutôt des profils commerciaux, j'imagine. Voilà. Nous, de toute façon, la partie tech restera à Paris pour plusieurs raisons. C'est que déjà, on a quand même des profils plutôt top. Nous, on a un écosystème qu'on développe pas mal. À la fois, Charles, mon associé, il donne des cours dans différentes écoles, ce qui nous permet d'être connus et de recruter plus facilement des profils tech. On organise pas mal d'événements autour de l'IA, des meet-up où il y a pas mal de gens. Donc voilà, cet écosystème-là, en France, et on commence à être un peu reconnu international sur ça, fait que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt à le bouger, ça. Par contre, il faut effectivement avoir une équipe sales et aussi customer success pour faire l'accompagnement client au plus près des clients, quoi. Alors maintenant, sur les 40 profils, c'est quoi la répartition? Donc, on garde quand même une structure tech assez importante parce que nous, notre force, c'est vraiment cette capacité à reconnaître dans les images des éléments très précis. Donc, on a une équipe recherche qui a besoin d'être toujours présente pour être de plus en plus précis et reconnaître de plus en plus d'éléments facilement. Et après, il y a toute cette partie industrialisation, parce que ça, c'est toujours pareil, on parle beaucoup d'IA, de cette capacité à reconnaître plein de choses dans les images, mais après, il faut passer à l'échelle, quoi. Ouais. Donc, c'est être en mesure d'analyser des millions d'images. Et en fait, sur cette partie IA, quand on analyse des millions d'images, il n'y a pas non plus des milliards de boîtes qui arrivent à faire ça à l'échelle et de manière industrialisée. Donc ça, c'est pour ça qu'on a encore une équipe très importante. Mais maintenant, de plus en plus, on a une équipe produit, à la fois, on va dire, back et front-end importante, mais aussi dans la partie ergonomie, dans cette partie user experience. On se rend compte que, justement, quand on s'adresse en plus dans les secteurs luxe mode, c'est un sujet qui est très important, quoi. Parce que maintenant, ton acheteur, c'est un marketeur. Voilà, c'est pas du tout, non, on s'adresse pas du tout aux équipes SI, même si ça aurait été plus simple pour moi de vendre directement à eux, parce qu'on se comprend plus directement. Non, c'est plutôt vraiment les métiers, donc ça va être merch, produit, market, ou directement les dirigeants. Donc d'avoir quelque chose de très synthétique, directement utilisable et très facilement. Donc l'ergonomie pour nous, surtout dans les secteurs qu'on adresse, elle est super importante, quoi. Et après, il y a une partie market, on essaie d'avoir beaucoup de contenu pour se faire connaître à partir des contenus et d'être référent sur ces sujets-là, quoi. Par exemple, dire, tiens, sur le secteur du luxe et IA, c'est Euritech, parce qu'ils ont parlé ils ont montré quelques chiffres sur les tendances mode, sur le léopard en 2018, voilà. On devient référent sur ce sujet-là. Donc le contenu, il nous amène énormément de clients, quoi. C'est pas juste pour la com, c'est aussi pour directement avoir des leads entrants. Et après, effectivement, on a une partie accompagnement client, qui fait le lien pour onboarder les personnes, pour s'assurer de l'adoption de notre solution au sein des équipes clientes. Et après, l'équipe sales, bien sûr, qui vend. Et donc en interne maintenant, tu disais, vous étiez 10, que des profils tech, vous compreniez, que normalement vous étiez tous un peu la tête dans le guidon pour pouvoir sortir une techno. Là, vous êtes 40 avec plein de profils. Comment tu as dû structurer les équipes, la boîte en interne, comment tu t'y es pris? Ouais, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de changements quand on faisait le projet, comme je disais, à la Poste, on était 4 sur la même table, où il y avait moyennement de process, mais ça marchait super rapidement parce qu'à 4, on peut interagir vite, mais on est quand même limité au bout d'un moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas se dire, ok, on est 10, on met tous les process en place, je lis tous les bouquins, je mets tout en place. Je pense que c'est d'y aller de manière itérative pour structurer, pour arriver à des niveaux, pas avoir trop de niveaux hiérarchie directement, quoi, mais plutôt arriver à se dire comment ma communication qui était que orale au départ, j'arrive en fait à la rendre un peu plus écrite et pour que, au final, j'ai mis en place des choses
ne sont pas faits que à l'oral, quoi. C'est un peu notre enjeu au départ. Parce qu'au départ, c'était OK, bah fais ça maintenant. OK, bon, c'était fait. Mais une fois que tu le dis et que tu peux plus mettre les personnes autour d'une table, tu as besoin de mettre en place des process. Donc au niveau tech, bon, ça c'est des choses assez classiques, mais de mettre en place, on va dire, de manière plus précise les méthodes agiles, d'avoir des honneurs sur chaque projet. Parce que quand on est cadre, c'est facile, on gère tout. Mais que plus les équipes grossissent, plus on arrive à avoir une autonomie, plus c'est important que chacun ait une certaine autonomie sur un projet et qu'on parle que effectivement des points à discuter pendant les réunions, quoi. Donc structurer les réunions, ne pas déclencher une réunion toutes les heures parce que effectivement plus on est nombreux, plus si tu fais une réunion avec 20 personnes, ça devient compliqué. Donc Ça coûte cher aussi. ça coûte cher si tu fais une réunion déjà. Voilà, donc c'est comment mettre en place des rituels, mais pas de manière radicale, parce que si on veut mettre en place des process d'une boîte, je sais pas, genre d'un grand groupe dans une petite structure, ça n'a pas de sens. Donc c'est arriver à trouver le bon compromis de ok, voilà ces méthodes-là, d'être agile sur les méthodes type agile, pour les mettre de petit à petit, quoi. Mais effectivement, chaque étape nécessite effectivement des rituels différents, quoi. Et ça a été quoi les premiers rituels que tu as mis en place? Tu t'en souviens? Les premiers rituels qu'on a mis en place, oui, c'est se dire, de s'imposer effectivement que chaque semaine, c'est les tout débuts, hein, mais que chaque semaine, on fasse un peu l'état des lieux de qu'est-ce qui va être fait dans la semaine, quoi. Alors qu'au départ, quand on était cadre, on faisait des trucs un peu à l'arrache, voilà, ça marchait bien comme ça, mais une fois qu'on commençait à intégrer d'autres personnes, c'est dire chaque semaine c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit fait à la fin de semaine, voilà, c'est ces sujets-là. Tu documentais ça? Au fur et à mesure, toujours pareil, c'est comment on trouve le bon outil. Et pas se dire que c'est la faute de l'outil, parce que souvent c'est plutôt la faute de l'humain que l'outil. Parce que est-ce que c'est, est-ce qu'il faut que j'utilise Jira, Trello ou nous on a pas mal itéré sur ça. Alors qu'on se rend compte que c'est rarement une question d'outil, mais plus d'affinité, j'imagine aussi. D'affinité, mais plus aussi de rigueur dans le fait de faire ces rituels. Ouais. De faire et de remplir ces éléments-là pour se dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire cette semaine. Parce que sinon, quel que soit l'outil, tu peux utiliser même Excel, je pense que ça pourrait marcher. Bon, peut-être pas si tu es 200 personnes, mais au final, c'est pas l'outil en tant que tel, c'est plus avoir une certaine rigueur pour se dire, voilà, mon projet, il est décrit là de manière assez précise, pour que quelqu'un n'ait pas besoin de me demander toutes les 2 heures ce qui doit être fait, quoi. Et ça, c'est un des gros enjeux qui a été pour nous. C'est quoi ta stack d'outils actuellement? Alors, ce qu'on utilise, nous, pour la gestion, alors, il y a la partie produit qui est sur Jira, sur la partie tech. On utilise beaucoup Trello pour en fait un peu on va dire le plan global, pour avoir la vision à 3 mois, et on met les étapes un peu macro à ce niveau-là. Donc, tu as un peu ta roadmap Trello? Ouais, Trello, on a la roadmap. Et voilà, c'est sur les choses macro. Sur la partie produit, c'est sur Jira. Et donc Jira, là, c'est purement le backlog. Voilà, c'est backlog et c'est vraiment les features assez précises pour la partie front-back, pour qu'ils sachent exactement. Donc beaucoup Trello. Après, en outil de communication, bien sûr Slack à fond. Okay. Où là, je pense que c'est important aussi de bien contrôler, parce qu'il ne faut pas que Slack soit un outil de notification et pas de stockage d'informations importantes. Ouais. C'est important parce que c'est le bordel, hein. Voilà, ouais. Et se dire ah ouais non mais je t'ai mis l'info il y a Slack il y a 3 jours. Ouais mais c'est invisible. Je sais pas. Non, Slack c'est pour dire ok voilà, soit répondre à une question très rapide, soit organiser une réunion rapidement et se dire ça, mais ça va être un outil de notification, quoi. Soit pour se dire ok tiens on a le channel, ah tiens il y a un bug sur tel truc urgent, voilà, faut que c'est pour la prod et des choses. Donc ça c'est vraiment un outil de trade com. On n'utilise aucun mail en interne, il n'y a pas du tout mail. Et après stockage de l'information, c'est Drive. C'est sur Drive actuellement? On utilise Drive pour tout le stockage des données, en fait, voilà, doc, tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Et dans Drive, tu gères ça comment? Enfin, tu parles de Drive, donc la version cloud de Google. Ouais, donc on a la version entreprise, Team Drive, c'est ça. Avec donc ce qu'on a, c'est des gestions de droits en fonction de... On a un répertoire partagé à tout le monde, on a un répertoire par team, et puis après un répertoire perso. Et le but, c'est que toutes les datas soient centralisées à ce niveau-là, quoi. C'est ça qui est important. Mais ça va, tu penses que ça va scaler, ça?
Ça dépend en fait de la façon dont tu utilises. Pour l'instant, ça peut être amélioré parce qu'on n'a pas la structure, il faut que chacun soit rigoureux. Et je pense que suivant les équipes, c'est pas tout le temps le cas, quoi. Après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses où pour retrouver l'information, c'est pas forcément bien mis en place et que je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qui peuvent être améliorées, quoi. Là, ça a été fait un peu de manière organique, on a stocké là-dedans, mais c'est quelque chose qui est peut-être voué à évoluer avec le temps, quoi. Et Surtout là-dedans, avec... tu vas retrouver quoi? Les documents pour l'équipe Customer Success, le matériel marketing, j'imagine, Ouais. aussi tes job desk, HR et Ouais. autres. Ouais. Alors vraiment, pour l'instant, il y a vraiment tout. Tout. Ok. Il y a tout, avec pas mal de choses qui peuvent être améliorées en termes de structure, d'organisation pour rechercher l'information. Pour l'instant, je trouve que ça répond un peu à nos attentes, mais c'est pas encore assez bien structuré. Ouais, et je pense que justement avec la phase qu'on va avoir et le fait qu'on sera sur différents sites, et que tout le monde ne se connaîtra pas. Parce que voilà, c'est ça. La particularité, c'est que vous êtes déjà 40. 40, c'est déjà un peu la limite où tu dis que tu n'as pas un lien direct. Voilà, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas tous les prénoms de la boîte. Je ne donnerai pas de nom. Non, je comprends. Même nous, chez Liam, dans une phase, on a beaucoup recruté. Et à un moment, je n'arrivais pas à suivre. C'est certain. Et alors, j'imagine bien qu'au-delà de ça, bien sûr. La complexité des systèmes, des logiques d'arborescence par folder sous folder, c'est que tu dois savoir où est l'information pour arriver à la trouver. Exactement. Et donc ça, c'est un des sujets. Et je pense que, notamment via la levée qu'on va faire et le fait qu'on soit... C'est là où on va potentiellement réfléchir à d'autres solutions. Ouais. Et c'est qui porte généralement chez vous les décisions qui sont d'organisation interne? Alors, pour l'instant, on fait ça avec Charles. Après, justement, il y a peut-être d'autres personnes qui vont nous aider là sur la partie organisation. Et Charles, il a pris quelle casquette? Alors, lui, Charles, il est vraiment en charge de la partie recherche et CTO. Ok, donc pur CTO, toi CEO. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a un profil Operations qui va... Voilà, alors là, c'est aussi la partie, ce qu'on n'avait pas encore en interne, c'est un profil même déjà DAF, CFO là, qui va arriver. Ouais. Donc qui va essayer d'aider un peu dans cette partie structuration, quoi. Ok, ouais. Donc c'est le DAF qui va prendre en charge l'organisation interne. Voilà, bon là c'est vu qu'on a dit oui à une personne hier, donc c'est... D'accord, donc là c'est pas encore. C'est vraiment juste hier, c'est vrai. Je te propose d'attendre avant de diffuser la vidéo. Voilà. Tu lui annonces. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas encore au courant. Mais ouais, je pense que sur ces sujets-là, justement, nous, c'est pas, que ce soit Charles ou moi, c'est pas notre expertise d'être sur cette partie organisation interne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Ouais. Ouais. Et donc, 40 personnes, ça implique un peu d'avoir des process, de s'organiser, de se dire, bon, attends, ce serait peut-être bien que vous spécialisez, que tu fasses que du marketing et que tu touches plus à la vente, etc. Comment ça s'est passé chez vous, ce passage d'avoir des profils généralistes et tout sur tout, et qui maintenant, il faut essayer de les verticaliser? C'est toujours un sujet quand quelqu'un est arrivé, qu'elle a un peu un scope très large et que quelqu'un d'autre arrive, il y a... voilà, faut arriver à bien faire comprendre à la personne que c'est dans la logique des choses que d'embaucher des personnes plus spécialisées dans un domaine pour se focaliser pour se spécialiser sur un autre et que ça fait partie effectivement de la logique des choses, quoi. Mais il y a effectivement potentiellement certains sujets à anticiper sur ça. C'est bien expliquer à la personne, ok, pour l'instant je t'ai embauché, tu étais un peu couteau suisse sur tous ces sujets-là. Toi, peut-être que ta valeur ajoutée, elle est plus sur ce point-là, donc on va recruter quelqu'un sur ce domaine précis de, je sais pas moi, product marketing ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà. Et parce que toi, comme ça, tu auras plus de temps pour développer cette partie-là. Mais c'est vrai que voilà, faut l'anticiper ça, parce que c'est logique, la personne a l'impression qu'on lui enlève une partie de son job, alors que c'est plutôt la boîte grossit et qu'il y a besoin de quelqu'un de plus précis, de plus spécialisé sur ça, pour que toi, soit tu couvres l'ensemble des sujets et que tu diriges plusieurs personnes qui sont sur la partie opérationnelle, ou soit tu te focalises à fond sur ça. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que nous, en tant
fondateur de boîte, bah, c'est un peu ce qu'on a fait dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'étais à la fois sales, com, enfin tous les sujets, couteau suisse, et à chaque fois j'essaie de recruter des personnes meilleures que moi sur chacun des sujets. Et il faut arriver, pour les personnes qui sont arrivées au début, à leur expliquer ça. Soit que tu vas être responsable de plusieurs personnes qui vont être plus précis, ou soit tu vas te focaliser sur un domaine opérationnel où tu auras plus de temps d'être sur ça, mais pas à moitié sur plein de projets. Ouais. Mais ça, c'est vrai que nous, parfois, on n'avait pas forcément anticipé d'en discuter avec la personne. Mais une fois que les choses sont bien comprises par les personnes, ça va. Ça se passe bien. Mais... Et qu'est-ce qu'on te demande aujourd'hui de formaliser, structurer pour la préparation de ta série A? Nous, là, on a passé pas mal de temps. Autant en seed, effectivement, le BP, bon, il est un peu... voilà, et vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on vend, on a une idée de ce qu'on veut vendre, mais pas très précis. Là, autant la seed, on a déjà quelques clients, et là, le but, c'est d'accélérer sur le modèle qu'on a mis. Donc là, sur le BP et sur la façon dont... concrètement, on va investir l'argent qu'on souhaite lever. Là, faut être beaucoup plus précis. Il faut être beaucoup plus précis sur les montants qu'on va allouer pour chaque partie, avoir bien réfléchi sur OK, ça c'est le plan parfait, mais qu'est-ce qui se passe si il y a moins de clients? Comment tu peux adapter son BP et tout ça? Donc c'est vraiment être c'est quelque chose de beaucoup plus précis que l'acide, et c'est là où les métriques sont importantes en termes de... Moi, quand on me parlait de MRR en seed, bon, je mettais 2-3 chiffres, mais qui ne voulaient pas dire grand-chose. Alors que là, il faut justifier cette croissance-là, elle est un peu ambitieuse par rapport à OK, tu m'as dit que tu veux signer 20 clients, mais comment tu les trouves ces 20 clients-là? Donc avoir ton sales cycle qui a du sens, comment ton pipeline sales se constitue. OK, tu dis que c'est 4 à 6 mois, donc ça veut dire que il te faut 100 personnes, 100 leads qualifiés pour ensuite avoir une conversion de 30%, enfin des chiffres assez précis qui sont logique à demander à partir d'une série A. Alors qu'en seed, vu que ton business model, ton pricing model il va changer, que tu sais pas, tu n'as pas forcément ton produit market fit, bon, c'est plus... C'est un peu plus fuzzy. Voilà, c'est un peu plus fuzzy. Alors qu'en là, en série A, on demande déjà au moins d'avoir la logique à ce niveau-là et d'avoir des choses assez précises pour justifier que à la fin d'année, tu vas faire x10 et x10 avec une courbe qui fait comme ça. Non, justement, quelque chose qui soit cohérent. Faire un BP où ta courbe fait comme ça et que tu n'arrives pas à justifier le fait que tu as 100 clients, en plus, en 2 mois, ça n'a pas de sens, quoi. C'est ça qui est important, de voir si tu maîtrises tous ces jus-là. Et c'est ça qui est intéressant, même pendant la phase de levée, que déjà tu as préparé ça en amont, mais aussi en rencontrant plein d'invests, ça te fait voir plein de façons différentes un petit peu de challenger ton marché. Et nous, ça nous a beaucoup aidé, justement, pas seulement pour lever, mais aussi pour avoir une vision un peu plus globale sur comment on allait développer la société, quoi. Ouais. Et cet exercice de formalisation, est-ce que tu penses que... Enfin, est-ce qu'il y a parfois où tu te dis, en fait, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt et j'aurais gagné du temps ouais. Toujours. Après, il y a des choses que... après, c'est vrai qu'on apprend un peu sur le tas, sauf si on a déjà monté d'autres boîtes avant. C'est vrai que... moi, le premier BP, il était quand même, en seed, il avait peu de sens. C'était on va mettre un tableau, on va se dire tiens, c'est logique. Voilà, tlac. Mais au final, on avait quelques trucs qui correspondaient, mais plus par, je sais pas si c'était par chance ou pas. On n'a pas été trop ambitieux sur les chiffres, on a été un peu pragmatique. Non, mais c'est important. Alors, c'est toujours pareil, est-ce que ça vaut le coup avant d'avoir développé quoi que ce soit, avant l'acide, d'avoir un BP ultra bien chiadé avec des cases dans tous les sens? Je pense pas, parce qu'au final, il vaudra rien. En revanche, effectivement, c'est important d'avoir challengé et d'avoir un peu cette mécanique sur laquelle on peut itérer de BP, où on rajoute de plus en plus de détails, quoi. Je pense que c'est important d'avoir un BP assez souple au départ, et au fur et à mesure, on rajoute des choses de plus en plus précises. Et pas partir avec un truc... nous, on avait fait aussi un premier BP pour la série A qui était très 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 précis, mais au final, il y a tellement de choses qu'il n'était pas
on pouvait plus rien changer, il y avait trop de, trop de paramètres, Ouais. et ça passait un temps fou à changer. Tiens, ah oui, merde, alors j'étais à la granularité de mon client luxe américain de l'Est, de l'Oregon, je sais pas. Voilà, donc, je pense que c'est important aussi d'avoir quelque chose sur lequel on peut réajuster. Ouais. Et dans cette étape de formalisation, est-ce qu'on t'a aussi incité ou invité à pouvoir mieux formaliser tes ambitions de croissance en termes de recrutement, d'organisation et de structuration de la boîte? Ouais, bah ça c'était intéressant. C'est aussi pour une raison pourquoi on a choisi Serena comme investisseur, c'est qu'ils ont une grosse partie accompagnement et beaucoup justement de données et de documents qui sont disponibles, car c'est une très bonne plateforme. Voilà. Sur lesquels, en fait, nous, assez fréquemment, on retrouve des éléments, des documents qui peuvent nous aider au quotidien. Ne serait-ce que comment on formalise un board deck, enfin, pardon, un tableau de reporting pour le board. Voilà, on n'est pas la première boîte à avoir besoin de ça. Ouais. Il y a des milliers de boîtes qui ont fait ça, et le fait d'avoir justement cette information-là qui est partagée, structurée par un investisseur et mise à disposition, nous, ça nous aide beaucoup et au quotidien, quoi. Donc, c'est-à-dire, OK, comment on va faire notre reporting avec les investisseurs? On prend ce template-là, on a à disposition ces solutions-là, et on part de ça pour avoir quelque chose déjà de quasi formaté. Après, on adapte à nos besoins, mais finalement, on a déjà 80% du travail qui est fait, quoi. Et c'est quoi les documents ou les contenus qui ont été le plus bénéfiques pour toi? Alors c'est sur la partie des trucs assez classiques, hein, mais effectivement pour les outils de reporting, voir un peu avoir les templates de base. Pareil pour le BP, pour la gestion du budget. Ça, c'est des outils qu'on utilise presque quotidiennement et qui sont mis à disposition. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Je sais pas, par exemple hier, c'était tiens, on cherchait à avoir de l'information sur le marché Singapour. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple concret hier. Voilà, on a été sur la plateforme et on a pu récupérer justement un document sur ce sujet-là parce que c'est partagé par l'ensemble des startups du portefeuille sur une plateforme commune, quoi. Ouais. Et ça a pas mal de valeur parce qu'au final, bien sûr, on est sur des sujets très différents en startup, mais on a toujours les mêmes problématiques. C'est comment on recrute facilement, comment on communique avec les investisseurs, comment on lève de l'argent, comment on s'installe à New York. C'est pareil, là, on était à New York, il y avait un document qui décrivait un petit peu toutes les étapes clés pour s'installer. Donc tous ces éléments-là, en fait, voilà, 80%, ou même peut-être 90%, je n'ai pas de chiffre exact, mais Ouais. ils sont partagés par toutes les boîtes. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir un endroit où c'est partagé, quoi. Et t'es passé aussi par les OKR? Ouais, effectivement, ça c'est un sujet. Je pense qu'il faut le dire hein, pour cette vidéo. Serena aime beaucoup les OKR. Nous aussi. C'est génial. On n'est pas encore parfait sur ce sujet-là, pour être tout à fait honnête. C'est extrêmement important. Mais pareil, au début, on a voulu mettre tout d'un coup, et au final, chacun avait ses objectifs, mais on ne s'était pas suivi. Là, on y va progressivement, et ça commence à prendre forme. Mais c'est amélioré. Et là, je pense et comment tu les formalises justement? C'est documenté Ouais. Ouais. C'est documenté, mais c'est pas encore parfait. C'est un des gros. C'est des trucs que tu stockes sur Drive. Ouais, mais pour l'instant, voilà, ça c'est un des sujets sur lesquels on doit s'atteler. On n'est pas parfait sur ça. Mais pourtant, j'ai bien conscience que c'est extrêmement important. Après, il y en a certains qui sont beaucoup plus directs que d'autres. On va dire, les objectifs sales, ça c'est plus simple. Après, sur les objectifs, par exemple, sur l'équipe infra, on a quelques idées, mais parfois on avait mis des objectifs qui étaient un peu décollés de la réalité. Donc c'est là où on a 2-3 trucs à ajuster sur certaines équipes, quoi. Ouais. Et pour les ressources humaines, tu as aussi utilisé des ressources, tu vois, pour les job descriptions, etc. Comment vous faites? On a fait job desk sur Doc, Ouais. Google Doc, et non, sur la partie et toutes nos offres sont sur Welcome to the Jungle, Ouais. et on a un peu un process à ce niveau-là. Mais pareil, là, on a pas mal de choses à améliorer, parce que en fait,
chaque équipe s'occupe un peu de son process de recrutement. Donc voilà, mais on manque encore, ouais, c'est pas encore parfait à ce niveau-là, quoi. Ok. Donc un outil de centralisation sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ok, on utilise une plateforme, Welcome to the Jungle par exemple, mais au final, quand on passe par des cabinets de recrutement, on va pas Ouais, pouvoir ils sont pas centraliser par sur, là, ouais. ils sont pas par là, donc on n'a rien Ouais. on a une centralisation qui est ailleurs, c'est pas encore un sujet, Ça peut vite devenir le cas. Ouais, ouais, surtout que là, bah, tu vas lever des fonds, voilà, j'imagine principalement pour bien recruter. sûr, Surtout des profils sales, tu vas devoir avoir pas mal à sans voilà. doute brasser beaucoup de profils. C'est vrai que ça va être Voilà, et sur cette costaud. centralisation, on n'a pas, enfin Ouais. en tout cas, on n'a pas encore d'outils Mhm. parfaits pour cette centralisation. Là. Et donc, comme tu le disais, tout est. En termes de com interne, tu as uniquement Slack qui te permet de gérer les interactions au quotidien. Ouais, Tu disais, ouais, attention, c'est uniquement notif, ouais. de la notif ou alors des échanges assez brefs. Comment tu gères la communication un peu plus structurée ou qui a valeur à être formalisée ou pour être pérennisée? Bah ça, pas assez bien en fait, Ouais. pour être honnête. Effectivement, quand il y a des documents, par exemple, je sais pas, on va dire, ok, on a mis un document d'onboarding, on a mis un document pour tel sujet, bah, effectivement, là, la notification se met sur Slack, mais au final, pour retrouver l'information, bah voilà, on va après, les gens savent qu'il faut aller sur Drive, mais voilà, il y a pas quelque chose à ce niveau-là qui est mis en place, quoi. Donc ça, c'est un des sujets aussi, quoi. Pour l'instant, il y a un entre-deux entre effectivement cette communication très, très directe et au quotidien et l'information qui doit être pérenne, qui est structurée dans Drive, mais un petit peu, voilà, on recherche un peu de manière, Ouais. voilà, avec Pour le Google moment, c'est vrai Search. qu'il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui sait où ça se trouve. Ça, c'est sûr. Voilà, mais voilà, là pour nous, c'est un point, ouais. Et c'est quelque chose que tu es conscient et que tu as planifié d'adresser ou c'est quelque chose que tu vas laisser gérer au fur et à mesure et quand ce sera vraiment un pain, tu l'adresseras. On l'a pas directement planifié. En revanche, le fait d'être enlevé, on veut profiter aussi de ce moment-là un peu charnière pour mettre en place Mm. des process un peu plus organisés et ça en fait partie, quoi. Ouais. Tu penses que c'est ben, justement les levées de fonds permettent Ouais, d'accompagner ces changements? bah, en fait, c'est aussi une opportunité. C'est pas parce Ouais. qu'on lève des fonds, mais c'est au final de se dire, bah tiens, nous, je sais qu'avec avec cette levée, on va revoir un peu la façon dont on fait notre report auprès des invests. Là, on va revoir la communication avec les invests. Enfin, c'est un moment aussi enfin, pas de remise en question, mais un petit peu d'amélioration, d'optimisation pour repartir sur de bonnes bases. Donc, c'est pareil en interne. C'est comment on s'organise au mieux à ce niveau-là pour la structuration des données. Et notamment, vu qu'on a comme objectif justement d'aller aux US, c'est comment on s'assure de l'autonomie des équipes en France pour pouvoir développer des choses ailleurs. Et cette autonomie, elle passe par pas mal de process à mettre en place et la structuration mieux de l'information pour éviter un peu les communications orales pour lesquelles on peut passer beaucoup de temps quand c'est juste de dire ah bah tiens cette information là elle est où ah. Ouais. Donc ça Ouais, c'est un c'est des sûr sujets. que de t'appeler en plus avec des time zones, etc., c'est pas possible. Non, Si les personnes ont besoin de voilà, discuter ensemble. les coms qu'on fait, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut pas se parler, mais au moins on Ouais. se parle sur des sujets importants Ouais. et pas de se dire ah il est où ce document-là, ah tiens tu peux me signer. Non, on est là pour discuter de sujets, voilà, d'arbitrage sur certains problèmes, mais voilà. Ouais, Donc tout à ça fait. donc ça fait partie effectivement des éléments qu'on doit mettre en place avant de dire ok les équipes sont autonomes, quoi. Ouais. Super. Bah, écoute, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin. Je peux juste te demander pour toi si tu t'avais un, deux, trois on va dire, points de recommandation que tu donnerais à quelqu'un qui est en train de préparer son seed ou sa série A, ce serait quoi? Les points importants pour SACI des séries A. Je pense que ce qui est important, le fait de préparer sa site, ça permet un peu de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans 3 ans, comment on se voit dans 3 à 5 ans, et ça oriente pas mal déjà qui on veut voir comme type d'investisseur,
Parce que si ça change beaucoup de se dire, ok, je vais faire une petite boîte qui fait 1 million ou 10 millions de CA, ou je vais être une licorne. On va pas forcément voir les mêmes personnes, on va pas forcément voir les mêmes choses. Donc ça, même se poser ces questions en soi, ou c'est se dire, ok, dans 3 ans, je vais faire un exit à quelques millions, ou finalement, je vais être dans ma boîte dans 20 ans. Et ça, le fait de se poser ces questions dès le départ, ça permet de s'adresser aux bonnes personnes, parce que les investisseurs, suivant notre projet, c'est pas forcément les mêmes pour lesquels on va voir, et on va pas construire notre société de la même manière, quoi. Et je pense que ça c'est important, ça faut vraiment le faire assez tôt, même si ça peut changer, c'est pas parce qu'on se dit que on va être une licorne dans 3 ans qu'au final on peut pas changer, mais au moins ça nous met dans un mindset un peu différent. Et c'est important, oui, effectivement, voilà, suivant le projet, effectivement, les investisseurs sont pas les mêmes, de bien discuter avec les investisseurs au plus tôt. C'est pas forcément quand on lève des fonds qu'on a besoin de discuter avec les investisseurs, on peut en discuter avant, tout en réfléchissant, en disant qu'on n'est pas en train de lever, mais le fait de construire une relation avec les investisseurs, parce que quand on lève des fonds en seed ou en série A, les investisseurs, on va les voir quelques temps quand même. Donc c'est important de discuter avec eux, de voir si on a envie de travailler avec eux, parce qu'on va travailler avec eux, on va se voir souvent, donc voir s'il y a un fit, si on partage quelques petites choses ensemble, et puis voir aussi, voilà, discuter avec les autres boîtes des fonds. Ça c'est intéressant pour voir voilà, comment ça se passe au quotidien. Parce que suivant ce qu'on cherche, on peut chercher des investisseurs qui nous aident au quotidien, ou alors on peut avoir des investisseurs qui sont juste là pour fournir un chèque et puis laisser tranquille. Enfin voilà, suivant ce qu'on recherche, il y a des investisseurs différents. Puis après, c'est intéressant aussi, important de regarder avant de lever les fonds, bien sûr. Dans quelles sont les clauses qui sont définies. Il n'y a pas qu'une question de valo. Voilà, il y a aussi des clauses qui font qu'un deal est plus ou moins intéressant avec un investisseur. Si tu t'avais déjà vraiment regardé ces clauses? Ouais, moi j'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelle Startup Digital Programme. C'est un programme qui est gratuit et qui permet, sur lequel on échange avec d'autres startups et on est en contact avec des avocats, des investisseurs, enfin un petit peu tout l'écosystème startup. Okay. Et on avait fait c'était un truc assez marrant de simulation de deal de term sheet, quoi. Ah ouais. Ça c'était assez marrant. Donc moi j'étais content. Bon, bien sûr là tu le fais pas avec un avocat, donc bon, de toute façon il faut le faire forcément avec un avocat spécialisé dans le domaine. Bon, ça paraît évident, mais je leur dis, nous on le faisait en mode sans avocat, mais plus pour le jeu, quoi. Et moi j'avais négo, j'étais assez content parce que j'avais négo, je trouvais que la valo était pas mal et tout ça. Et à la fin du jeu, il me dit, écoute là, en fait je te rachète ta boîte pour 1 euro et je te vire. Ah merde, j'avais peut-être pas vu toutes les clauses. Donc je me suis dit, ah ouais, ok, bon, je savais qu'il fallait un avocat, mais c'est pas juste avoir un avocat, c'est qu'il y a certaines clauses voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut dans une term sheet. Après, ça dépend à quel investisseur on discute. Bon, les investisseurs, les top invest, vont pas faire des clauses un peu tordues. Exactement. Ils ont quand même une réputation, donc ça se pose pas. Mais voilà, ce jeu-là est assez intéressant pour se rendre compte que voilà, une term sheet, c'est pas parce qu'on peut avoir une valo de 100 millions et au final te faire virer le lendemain et puis te faire acheter ta boîte pour 1 euro et puis voilà. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant à voir et voilà tout et parfois c'est vrai que quand on monte au tout début de notre boîte avant qu'il y ait même une seed, faut quand même réfléchir déjà même, imaginons que ma boîte elle fait 100 millions dans 5 ans. Est-ce que les décisions que je prends là maintenant, penser au worst case dès le départ, quoi, pour que tout soit bien prévu au niveau associé, on partage au niveau associé, que tous ces clauses là soient imaginées. C'est important de prévoir le worst case quand tout va bien, quoi. Oui, c'est vrai que ça met toujours mal à l'aise de rédiger un contrat. Tu te dis, tiens, imagine on s'engueule. Mais ça, c'est super important. Non, on s'engueulera pas. Si, il y aura toujours un moment où il y a quelque chose. Ou même s'ils s'engueulent pas, au moins les choses sont claires. Voilà, si on s'engueule, toi t'as ça, voilà. Et il faut le prévoir dès le départ, quand tout va bien. Parce que justement, c'est facile à gérer quand tout va bien. Imaginons qu'il y a des conflits, je pense qu'en proportion c'est assez fréquent. C'est dur quand il y a des zones de flou ou quand il y a quelque chose comme ça. Donc prévoir le pire dès le départ, comme ça après on n'a que du positif, quoi, parce qu'on a prévu vraiment le pire. Ouais, tout à fait.
Ouais, je pense que c'est vrai que ça c'est très important. Par contre, c'est vrai que je me rends compte des premières conversations que le site, c'est vraiment la phase où les gens prêtent pas trop attention, Ouais, ils font ça, faut le faire. ils s'inadillent, mais ça. C'est là où c'est le plus important parce qu'en fait, ça va suivre après. Tu vas Ouais. faire un site, tu vas dire en série, ah merde, faut que je vois ça, j'ai pas pensé à cette proportion entre les. Ah, elle est pas bonne, elle est machin. Bah, ça après, t'as toujours des moyens d'ajuster, mais si c'est bien fait dès le départ, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Et ça même, je pense que ça facilite certains deals. Si les invests en série A, ils voient qu'en seed, je sais pas, le capital est réparti avec des gens qui sont même plus là au capital, t'as fait rentrer des gens qui sont plutôt relous et qui t'apportent rien. Le mec, il voit une table de capi un peu bizarre, l'invest, il va se dire, oh là, pas pour moi, quoi. Ouais. Donc, non, c'est important de se dire, ok, si cette personne-là rentre au capital, il y a une vraie raison. C'est pas juste parce qu'il m'apporte 10 000 euros, 100 000 euros. Ça. Ouais. C'est, voilà. Est-ce que dans 5 ans, il va me servir et il va pas être trop chiant? Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser. Et ça c'est super important. Comment tu les fais sortir? Voilà, comment tu fais sortir? C'est quoi leur ambition? Est-ce que son ambition c'est vraiment parce qu'il croit à fond dans notre projet, il veut nous aider au quotidien, ou c'est juste parce que voilà, il a 2-3 000 euros à mettre pour se faire plaisir. Enfin, et voilà, parce que nous on n'a pas du tout eu le cas, donc, mais c'est arrivé à des boîtes où effectivement tu peux avoir un business angel qui a mis 3 000 euros et qui te fait chier tous les jours, quoi. Donc, et même quel que soit son ticket, il peut te faire chier, donc voilà, ça c'est important. Bon, heureusement on n'a pas eu ce cas-là. Mais... Non, clairement, nous, moi personnellement, dans la première boîte où j'ai travaillé, dans cette première génération d'employés, ils ont travaillé principalement avec des Friends, Fools and Family. Ouais. Au final, il y avait 16 personnes sur la cap table. Ça a plombé la boîte. Ouais, ça c'est super compliqué. compliqué. Tu passes plus de temps à discuter avec des investisseurs potentiels de comment cleaner ça, de rassembler des gens et les forcer à se mettre dans une holding, ouais, etc. Ça c'est clair. Ça devient vite le bordel. C'est clair, ouais. Quand on a pas mal de BA, c'est bien de les mettre dans une holding pour pas qu'il y ait... Parce que ne serait-ce que genre quand tu as besoin des signatures de tout le monde. Exactement. Nous on n'en a pas 16 et parfois ça peut être long. Pour juste un petit document, même pas de problème, c'est juste tel. Même l'Assemblée Générale. Ouais, voilà. Vas-y, hein. Ouais. Puis en ce temps, les gens ont déménagé, Oui. et le mec avait de l'argent, mais finalement il a oublié. Voilà. Ou c'est pas important pour lui, parce que finalement il a juste mis. C'était de l'argent de poche. Voilà. Et t'as besoin de sa signature pour finir le truc, et là, quand t'es en train de closer, tu dis mince, il faut cette signature-là, ça peut être. Non, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton temps, c'était super enrichissant. Voilà, j'espère que c'était sympa. C'était parfait. Voilà. Merci. Merci. On va cliquer ça. Ah bah super, tu vois, plaisir, on est à 1h et 12. Ah ouais, quand même.